Audiolib présente Les aventures du pilote Pirks de Stanislas Lem, traduit du polonais par Charles Zaremba, lu par Marvin Schlick. Les romans de science-fiction ? J'adore, bien sûr, mais seulement les mauvais, ou plutôt ceux qui sonnent faux. À bord, j'en ai toujours quelques-uns sous la main. Je les lis à mes moments perdus, ne serait-ce que quelques pages au milieu, puis je les repose. Les bons, c'est une autre histoire. Je les lis exclusivement sur Terre. Pourquoi ? À vrai dire, je ne sais pas trop. Je me suis jamais posé la question. Les bons livres sont toujours vrais, même quand ils racontent des choses qui ne sont jamais arrivées et ne se produiront jamais. Ils sont vrais, mais dans un autre sens. Par exemple, quand ils parlent d'astronautique, c'est de manière qu'on y découvre quelque chose de ce silence si différent de celui de la Terre, de ce calme si parfaitement immobile. Et quel que soit le récit, ils disent toujours la même chose, à savoir que, là-bas, l'homme ne sera jamais chez lui. Sur la Terre, tout est fortuit, quelconque. Un arbre, un mur, un jardin sont interchangeables. Derrière l'horizon se trouve un autre horizon. Derrière une montagne, il y a une vallée. Mais là-bas, tout est différent. Sur la Terre, on n'a jamais imaginé à quel point l'immobilité des étoiles était terrible. On peut voler une année entière à pleine puissance et on ne voit rien changer. Ici, on vole, on voyage sur la Terre et on a l'impression de savoir ce que c'est l'espace. C'est inexprimable. Un jour, alors que je rentrais de patrouille quelque part dans les environs de l'Arbitre, j'ai entendu des conversations lointaines, des pilotes qui se disputaient la priorité pour atterrir, et j'ai aperçu par hasard une autre fusée qui revenait aussi. Le type se croyait seul au monde. Il faisait faire des sauts d'épileptique à sa bécane. On sait ce que c'est. Après un certain nombre de jours, une envie folle nous prend de faire quelque chose, n'importe quoi. Accélérer au maximum, foncer quelque part, faire un tour à forte accélération. Autrefois, je pensais que ce n'était pas convenable, qu'il ne fallait pas céder à ses envies. Mais au fond, ce n'est que du désespoir, comme pour faire un pied de nez au cosmos. Parce qu'on ne peut pas en changer comme on remplace un arbre, et c'est peut-être pour cette raison qu'on a tant de mal avec lui. Les bons livres parlent de ça, justement. De même que les mourants n'aiment pas lire des textes sur l'agonie, nous autres, qui avons tous un peu peur des étoiles, n'avons pas envie d'entendre la vérité à leur propos quand nous sommes parmi elles. C'est sûr, on apprécie ce qui détourne l'attention. Et pour moi, les meilleures histoires d'étoiles sont des romans de gare, ou d'astroport si on préfère. Parce que tout, y compris l'univers entier, y est si gentillet. Certes, c'est fait pour les adultes, donc on y a son comptant de catastrophes, de meurtres et autres horreurs. Mais ils restent gentillets et innocents, parce qu'ils sont mensongers sur toute la ligne. Alors qu'ils veulent faire peur, ils font juste sourire. C'est une histoire de ce genre que je vais vous raconter. Elle m'est arrivée pour de vrai. Mais ça n'a pas d'importance. C'était une année de soleil calme. Comme toujours, c'était l'occasion d'un grand ménage solaire. Il fallait balayer et ramasser les débris de ferraille qui traînaient autour de Mercure. Durant les 6 années qu'a duré la construction de la grande station au périhélie de cette planète, des quantités d'épaves avaient été abandonnées dans l'espace. Car on travaillait alors selon la méthode Le Mans, qui consistait à utiliser les vieilles carcasses de fusées comme échafaudage, au lieu de les envoyer à la casse. Le Mans était meilleur économiste qu'ingénieur. Il est vrai qu'une station construite avec des épaves revenait 3 fois moins cher que les ordinaires, montées dans l'espace, mais posait aussi un tas de problèmes. Au point qu'après Mercure, plus personne n'a fait ce genre d'économie. Le Mans a alors eu l'idée de ramener sur Terre ce cimetière volant. En effet, pourquoi le laisser tourner là-haut jusqu'au jugement dernier, alors qu'on pouvait le refondre dans les fours Martin ? Mais pour que ce soit rentable, il fallait utiliser comme remorqueur des fusées qui étaient à peine en meilleur état que ces épaves. À l'époque, j'avais effectué toutes mes heures de patrouille, c'est-à-dire que je n'étais plus qu'un pilote seulement sur le papier, ainsi que le premier du mois, quand je recevais mon salaire. Et j'avais tellement envie de voler que j'aurais même accepté de piloter un poêle en fonte pour peu qu'il ait un peu de puissance. Rien d'étonnant qu'après avoir lu son annonce, je me sois immédiatement présenté au bureau de Le Mans, au Brésil. Je n'irai pas jusqu'à dire que les équipages formés par lui, ou plutôt par ses agents, étaient une sorte de légion étrangère ou un ramassis de voyous. Ces gens-là ne volent pas. Mais à l'heure actuelle, ceux qui cherchent des aventures choisissent rarement le cosmos, parce qu'il n'en offre pas, du moins en règle générale. Et ceux qui s'embarquent quand même le font souvent à la suite d'un malheur, ou bien par hasard. Ce sont les pires.
car le service exige une résistance plus grande que sur un bateau, et les gens qui se fichent de tout n'ont rien à faire à bord. Je ne joue pas au psychologue, j'essaye seulement d'expliquer pourquoi j'ai perdu la moitié de mon équipage dès le premier vol.